Le silence aurait dû me glacer le sang. Après tout, je revenais dans une maison où un cœur avait cessé de battre à peine 12 heures plus tôt. Mais ce ne fut pas le silence qui m'accueillit sur le porche. Ce fut la trahison, froide et métallique, d'une clé qui refusait de reconnaître sa propre serrure. C'était un lundi matin glacial de fin janvier, un de ces matins où le froid s'accroche à vous comme un suaire invisible. Je revenais de l'hôpital Saint-Joseph, portant encore le même jean que les 2 jours précédents, le même sac de voyage que j'avais attrapé à la hâte quand Ethan s'était effondré dans la cuisine. Le bouquet que je serrais dans ma main gauche, un mélange de roses et de lys envoyé par ses collègues, avait commencé à se flétrir sur le siège arrière de ma voiture pendant la nuit, un miroir parfait de mon propre état. Mes yeux étaient bouffis, mes lèvres gercées par les larmes et le manque cruel de sommeil. J'avais regardé l'homme de ma vie, mon mari, s'éteindre dans une chambre stérile du service de cardiologie. 12 heures s'étaient écoulées. Je n'étais absolument pas prête à affronter le silence assourdissant de notre maison, mais j'étais encore moins préparée à ce que j'allais y trouver. Je gravis les quelques marches du porche, le bois gémissant sous mes pieds, et glissai ma clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elle refusa de tourner, se bloquant à mi-chemin. Un simple obstacle mécanique qui me parut une agression personnelle. Je la retirai, la retournai, essayai de nouveau. Rien. Mon cœur, déjà lourd de chagrin, se mit à battre un rythme affolé et douloureux contre mes côtes. Une panique froide commença à s'insinuer dans mes veines. J'ai soulevé la fausse pierre près du pot de géranium, là où nous cachions la clé de secours. J'ai tenté. Encore un échec. C'était comme si la maison elle-même m'avait renié, comme si ses mécanismes internes avaient été réécrits en mon absence. C'est alors que mon regard fut attiré par les fenêtres. Les rideaux en lin blanc, ceux que j'avais mis des semaines à coudre à la main, avaient disparu. À leur place pendaient d'épais panneaux de velours à l'imprimé floral criard, un motif que je n'aurais jamais choisi, un style que je n'avais jamais vu. Mon estomac se noua si violemment que j'en eus la nausée. Je me suis approchée, collant mon visage contre la vitre froide, plissant les yeux pour percer l'obscurité relative de l'intérieur. Le salon était méconnaissable. Des piles de cartons s'élevaient là où notre espace de vie, soigneusement agencé, aurait dû se trouver. Un coussin en velours rose bonbon trônait sur mon fauteuil de lecture. Une tasse de thé à fleurs, étrangère, était posée sur la table basse en bois de cerisier. Et puis, je l'ai vue. Diana, ma belle-mère, drapée dans un cardigan bleu marine, affichait un sourire si serein qu'il m'a glacé le sang plus sûrement que le vent de janvier. Elle sirotait du thé. Mon thé, dans une des tasses en porcelaine de notre service de mariage, celui pour lequel Ethan et moi avions économisé pendant 3 longues années. En face d'elle, Jocelyne, la sœur cadette d'Ethan, jetait nonchalamment des plaids dans un panier en osier. Elle riait doucement, s'installant comme si c'était l'heure du, comme si je n'existais pas, comme si l'homme qu'elles étaient censées pleurer n'était pas mort la veille. La rage, pure et brûlante, submergea mon chagrin. J'ai frappé à la porte, un coup sec. Pas de réponse. Je frappai de nouveau, plus fort cette fois, mes jointures protestant contre le bois. Ma gorge était sèche, à vif. Après une attente qui me parut durer une éternité, la porte s'ouvrit en grinçant. La silhouette de Diana se découpait dans l'encadrement, calme, impériale, les bras croisés sur sa poitrine comme si elle attendait ce moment depuis toujours. « Rachel », dit-elle, inclinant la tête avec une fausse compassion. « Je ne t'attendais pas si tôt. »« Un problème ?» Ma voix n'était qu'un tremblement. « Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir ma porte ?» Elle s'appuya contre le cadre, son assurance une insulte. « Parce que, ma chérie, tu ne vis plus ici. » J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je clignai des yeux, convaincu d'un malentendu grotesque. D'une mauvaise blague cruelle. « Pardon. » Le sourire de Diana ne vacilla pas, Ethan a payé cette maison. Mon fils. Pas toi. Il n'y avait pas de contrat de mariage, pas d'enfant, et, soyons honnêtes, aucune contribution financière réelle de ta part. Il est temps que cette maison revienne à sa véritable famille. Un instant, j'ai cru que le froid qui me parcourait venait de la météo, mais non. Il émanait d'elle, de son cœur de pierre. Je suis sa femme, ai-je murmuré, les mots s'accrochant dans ma gorge. Nous avons racheté cette maison ensemble.
Je l'ai refinancée quand son entreprise a fait faillite, pour qu'on ne la perde pas. Oh, s'il te plaît. Diana balaya mes paroles d'un geste dédaigneux de la main. Tu jouais à la petite femme au foyer pendant qu'il se tuait à la tâche. Maintenant qu'il est parti, ton temps ici est terminé. Derrière elle, Jocelyne apparut, tenant 2 de mes assiettes en faïence. Tu as laissé la porte de service déverrouillée quand tu es parti en catastrophe pour l'hôpital, lança-t-elle avec un sourire narquois. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas qu'on entre. Je sentis mes genoux flageoler, et un rire m'échappa. Pas un rire d'amusement, mais ce rire rauque et incrédule qui jaillit lorsque la réalité devient si absurde qu'elle en est presque comique. Qu'est-ce qui est si drôle ? Diana plissa les yeux, son masque de calme se fissurant légèrement. Je me redressai, essuyant une larme dont je ne savais plus si elle venait du chagrin ou de la fureur. Vous déballez des coussins et vous versez du thé dans une maison que vous croyez vôtre, dis-je lentement, chaque mot pesé. Mais vous n'avez pas la moindre idée de ce dans quoi vous venez de mettre les pieds. Le sourire de Diana s'effaça complètement pendant une fraction de seconde. C'était la seule lueur d'incertitude dont j'avais besoin. Je me suis retournée, leur tournant le dos, et j'ai regagné ma voiture. Mes clés ne m'étaient plus d'aucune utilité pour cette porte, mais j'avais quelque chose de bien plus puissant, quelque chose qu'elles ignoraient totalement. Et quand j'en aurais fini, Diana regretterait amèrement d'avoir ne serait-ce que touché une seule tasse de thé dans ma cuisine. 2 ans plus tôt, presque jour pour jour, j'étais assise sur ce même porche, regardant Ethan passer nerveusement la main dans ses cheveux. C'était aussi en janvier, mais un janvier plus sombre, plus lourd de menaces. Sa start-up technologique, son rêve, s'était effondré la semaine précédente. La banque avait gelé tous ses comptes professionnels. Sa cote de crédit, autrefois impeccable, avait chuté de façon vertigineuse. Je me souviens de la façon dont son regard fuyait le mien quand il me l'a annoncé. Il pourrait prendre la maison, Rachel. Sa voix était brisée. Ce n'était pas un homme faible, loin de là, mais ce jour-là, je l'ai vu à nu, dépouillé de son armure. C'était cette même maison, notre sanctuaire, que Diana prétendait maintenant être le seul héritage de sa vraie famille. Ma décision fut prise le lendemain matin. Discrètement, sans un mot à Ethan pour ne pas ajouter à son fardeau, je m'habillai, me rendis à la caisse populaire locale et entamai les démarches pour refinancer notre prêt immobilier. J'ai utilisé le petit héritage de ma grand-mère, que j'avais gardé précieusement depuis que j'avais quitté mon emploi de décoratrice d'intérieur 10 ans plus tôt pour le soutenir. J'ai transféré l'hypothèque uniquement à mon nom. Personne n'en a jamais rien su. Ni Ethan, ni mes parents, et certainement pas Diana. Elle aurait utilisé cette information comme une nouvelle preuve de l'échec de son fils. Le processus a pris des semaines de paperasse et d'appels téléphoniques angoissants. J'ai recommencé à travailler en freelance, acceptant de petits contrats de décoration pour commencer à rembourser les mensualités. Ethan, trop absorbé par la reconstruction de sa vie professionnelle et émotionnelle, n'a jamais demandé pourquoi les courriers de la banque n'arrivaient plus à son nom. J'ai maintenu notre foyer à flot, réparant le robinet qui fuyait, gérant le budget des courses, repeignant le couloir. J'ai sauvé notre maison grâce à mon silence. Diana, bien sûr, ignorait tout cela. Ses visites étaient rares, limitées aux fêtes de fin d'année, et toujours brèves. Elle détestait le sud, trouvait Savannah trop humide, ses habitants trop lents. Ethan, tu étais fait pour de plus grandes choses que ce papier peint à fleurs et ce jazz de rue, disait-elle souvent. Et Ethan souriait, de ce sourire las, et me murmurait plus tard, dans l'intimité de notre lit, elle ne comprendra jamais ce que c'est que la paix. Je n'ai jamais voulu l'affronter. Je voulais juste un endroit pour faire mon deuil, être seule dans le seul lieu au monde qui portait encore son odeur. Au lieu de cela, elle avait changé les serrures. Après cette confrontation sur le porche, je suis restée assise dans ma voiture pendant ce qui m'a semblé être des heures. L'air de janvier s'infiltrait par les joints, mais je ne bougeais pas. Je ne pleurais plus. C'était comme si mon corps, en état de choc, avait oublié comment réagir. Comment peut-on être veuve et sans abri le même jour ? Finalement, le moteur a démarré et j'ai conduit jusqu'à un motel anonyme près de la route 204, un de ces endroits qui sentent l'eau de Javel et la tristesse. J'ai utilisé la carte de crédit d'urgence d'Ethan, la seule encore active, et j'ai loué une chambre pour 3 nuits.
Assise sur le bord du lit au couvre-lit rêche, je fixais mon sac. Je n'avais pris aucun vêtement de rechange, seulement les papiers de l'hôpital, un livre de poche que je n'avais pas ouvert et le dernier message vocal qu'Ethan m'avait laissé. Je l'ai écouté une fois, puis une deuxième fois, sa voix emplissant la pièce silencieuse. Puis j'ai éteint mon téléphone. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Je ne cessais d'imaginer Diana dans mon fauteuil, Jocelyne utilisant mes assiettes, leurs cartons envahissant notre espace. Il n'avait même pas attendu que son corps soit froid. Le lendemain matin, un mardi, je fus réveillée par les cloches de l'église voisine. Je me suis redressée, j'ai démêlé mes cheveux avec mes doigts et j'ai regardé le plafond taché du motel. Et puis, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé le salon funéraire. St. Matthew's Memorial, Margaret à l'appareil, a répondu une voix douce. Bonjour, ai-je dit, ma propre voix étonnamment stable. Je suis Rachel Monroe. Je dois mettre à jour la liste des invités pour la cérémonie d'Ethan Monroe. Il y eut un silence. Bien sûr, Madame Monroe. Quel changement souhaitez-vous apporter? Je n'ai pas hésité une seconde. Retirez Diana Monroe et Jocelyne Monroe de la liste. Un autre silence, plus long cette fois. Compris. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser de questions. Ce n'était pas de la méchanceté. Pas encore de la vengeance. C'était une limite. La première que je traçais depuis plus de 10 ans. Et pour la première fois depuis la mort d'Ethan, j'ai ressenti une étincelle de contrôle. Mardi après-midi, je suis retournée à la maison. Pas par l'avant, bien sûr. J'ai fait le tour du pâté de maison et je me suis garée discrètement derrière les haies. La voiture de Diana n'était pas là. La porte de service, celle qui menait à la buanderie, avait toujours eu un loquet capricieux. Ethan avait promis de la réparer. Je savais exactement comment l'ouvrir sans faire de bruit. À l'intérieur, l'odeur était différente. Pas désagréable, juste étrangère. Des désodorisants à la lavande, que je détestais, étaient branchés dans chaque prise. Mes photos de famille avaient été décrochées des murs, remplacées par des reproductions de paysages insipides. J'ai réprimé une vague de chagrin en voyant que les coussins sur le canapé avaient été déplacés. Le côté d'Ethan était vide, dépouillé de sa couverture et de toute trace de sa présence. Je n'avais pas le temps de m'effondrer. Le bureau d'Ethan était ma destination. Une petite pièce sans fenêtre à l'arrière de la maison. Diana l'appelait « le dépotoir numérique ». C'est pourquoi j'ai parié qu'elle n'y aurait pas encore touché. J'avais raison. La pièce était exactement comme il l'avait laissée. Un chaos organisé que lui seul comprenait. Je suis restée sur le seuil un instant, m'imprégnant de son absence. Puis je me suis mise au travail. J'ai fouillé dans ses tiroirs, cherchant je ne sais quoi. Une preuve. Un lien. Et puis, je l'ai vu. Un mince dossier noir, coincé entre deux manuels d'informatique sur son bureau. Écrit dessus, de sa main reconnaissable, contrat postnuptial. Ne pas jeter. Mon souffle s'est coupé. Nous ne nous étions jamais parlé de ça. Nous nous étions mariés fauchés et amoureux, avec une confiance totale l'un en l'autre. J'ai ouvert le dossier, les mains tremblantes. À l'intérieur, 3 pages sur papier à en-tête légale, datées de 2 semaines après notre 2e anniversaire de mariage. J'ai cherché nos noms, nos signatures. Tout était là, avec une clause surlignée en jaune. En cas de décès du mari, tous les biens communs, y compris les biens immobiliers, seront intégralement transmis à l'épouse survivante, Rachel Monroe, sauf disposition contraire dans un testament. Il n'y avait pas de testament. Au fond du dossier, une feuille de cahier pliée. L'écriture d'Ethan. Pour Marach. Si tu lis ça, c'est que le pire est arrivé. Si maman essaie quoi que ce soit, et tu sais qu'elle essaiera, montre ça à un avocat. Garde-le en sécurité. Je t'aime. Mes genoux ont cédé. J'ai dû m'asseoir sur le sol, le souffle coupé. J'ai relu sa note encore et encore. Le chagrin, la gratitude et une nouvelle forme de détermination se sont mélangés en moi. Ethan avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait anticipé la cruauté de sa mère et avait tenté de me protéger.
J'ai glissé le dossier dans la doublure de mon manteau et j'ai quitté la maison comme j'y étais entré. Cette nuit-là, au motel, je n'ai pas pleuré. J'ai relu le contrat jusqu'à ce que les mots dansent devant mes yeux. Au lever du soleil, j'avais appelé Angela Flor, mon ancienne colocataire de fac devenue une avocate redoutable en droit immobilier. J'avais rendez-vous. J'avais les papiers, et j'avais juste assez de colère pour m'en servir. Mercredi après-midi arriva, gris et maussade. Je revenais du bureau d'Angela, qui m'avait serré dans ses bras et m'avait dit « On va les démolir, Rachel ». J'étais en train de manger une soupe instantanée quand on frappa à la porte de ma chambre de motel. 3 coups secs et autoritaires. J'ai regardé par l'entrebâillement des rideaux. Diana, vêtue de noir, et à côté d'elle, un homme en costume gris avec un presse-papier. Un avocat. Je n'ai pas ouvert. Je suis sortie, zippant mon manteau jusqu'au menton, le dossier noir à la main. Rachel, commença Diana. Voici maître Langlais. Nous sommes ici pour discuter des prochaines étapes concernant la maison. Les prochaines étapes, ai-je répété d'une voix neutre. Puisqu'Ethan n'a pas laissé de testament, continua-t-elle, sa succession est sujette à partage. En tant que sa mère et sa sœur, nous avons des droits. Maître Langlais s'éclaircit la gorge. Ce que Madame Monroe veut dire. Je suis si heureuse que vous soyez là, les jeux interrompus, mon calme les déstabilisant. Ça m'évite un déplacement. J'ai brandi le dossier. Ceci est un contrat postnuptial notarié. Signé il y a 3 ans. Il me transfère l'intégralité des biens communs. Y compris la maison. Le sourire de Diana s'évanouit. Monsieur Langlais tendit la main. Puis-je voir ce document ? Non, ai-je répondu sèchement. Vous en recevrez une copie par la voie officielle. Mon avocate vous contactera. Tu bluffes, siffla Diana. Vraiment ? Si je bluffe, vous devriez être assez confiante pour retourner dans votre voiture et célébrer. Mais si je ne bluffe pas, alors vous avez commis une intrusion, une violation de domicile et une dégradation de biens qui ne vous appartiennent pas. Monsieur Langlais fit un pas discret en arrière. Tu ne gagneras pas, cracha Diana, son venin à peine contenu. Tu nous as volé mon fils. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'a jamais été un trophée à posséder. C'était un homme. Et je ne l'ai pas volé. Vous l'avez repoussé à la seconde où il a cessé de correspondre à votre scénario. Sans attendre sa réponse, je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte. Par la fenêtre, je les ai regardés repartir, l'avocat visiblement mal à l'aise. Cette nuit-là, j'ai relu la lettre d'Ethan. L'adrénaline m'empêchait de dormir. Je ne subissais plus. Je me préparais à riposter. Vendredi matin, une enveloppe fut glissée sous ma porte. Pas de timbre. À l'intérieur, un document du tribunal des successions. Une requête déposée par Diana Monroe, contestant la validité du contrat postnuptial. Elle alléguait l'abus d'influence, la détresse psychologique et la coercition, m'accusant d'avoir manipulé un homme affaibli pour lui voler sa maison. La rage qui m'envahit était froide et déterminée. J'ai appelé Angela. C'est une tactique classique, dit-elle calmement. Il jette de la boue en espérant que quelque chose colle. Ne lui parle pas. Ne réponds pas, laisse-moi m'en occuper. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un texto de James Harding, l'ancien associé d'Ethan. Diana l'avait contacté, lui demandant s'il avait des preuves de l'état mental confus d'Ethan ces derniers mois. Elle essayait de monter un dossier pour prouver qu'il n'était pas sain d'esprit. C'est alors que je me suis souvenu d'une conversation. J'ai un rendez-vous chez un neurologue la semaine prochaine, avait dit Ethan quelques mois plus tôt. Juste pour vérifier. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Je me suis précipitée vers ma valise, fouillant frénétiquement parmi les papiers de l'hôpital. Et là, au milieu du courrier non ouvert, je l'ai trouvé. Une enveloppe de la clinique de neurologie Saint-Michael. Je l'ai déchirée. Cher Monsieur Monroe, suite à votre évaluation cognitive, nous sommes heureux de vous informer que vos résultats sont parfaitement dans la norme. Aucun signe de déclin cognitif n'a été détecté. Je l'ai lu 3 fois. J'avais ma preuve. Lundi matin. Une semaine exactement après la mort d'Ethan.
Le palais de justice était un lieu froid et impersonnel. Angela m'a retrouvée sur les marches. Prête? J'ai hoché la tête. À l'intérieur, Diana était au premier rang, jouant à la perfection le rôle de la mère éplorée. Monsieur Langlais a commencé, sa voix douce peignant un tableau de vulnérabilité et de doute. Il a laissé le mot « coercition » flotter dans l'air. Quand ce fut le tour d'Angela, elle fut brève et factuelle. Elle a présenté le contrat postnuptial, l'acte de propriété à mon nom, les preuves de mes paiements hypothécaires. Et pour finir, la lettre du neurologue. Elle en a remis une copie au juge. Ce document, Votre Honneur, est daté de 3 mois avant le décès de M. Monroe et confirme sa pleine capacité mentale. M. Langlais a bafouillé. Le juge l'a regardé par-dessus ses lunettes. Avez-vous une preuve médicale contradictoire? Un témoignage de médecin? Non, Votre Honneur. Alors je ne vois aucun motif, a déclaré le juge en frappant de son marteau. Le contrat est juridiquement contraignant. La maison appartient à Madame Monroe. Affaire classée. Un souffle que je retenais depuis une semaine s'est enfin échappé de mes poumons. Devant le palais de justice, Diana m'a rattrapé. Tu as peut-être gagné la maison, siffla-t-elle, mais tu ne m'effaceras jamais. Je suis sa mère. Je me suis retournée lentement. Vous vous êtes déjà effacé vous-même. Le jour où vous avez violé notre domicile. Le jour où vous avez menti sous serment. Ethan savait qui vous étiez. C'est pour ça qu'il a signé ce contrat. Je me suis penchée vers elle. Et si vous vous approchez encore de moi, j'ai déjà déposé une ordonnance restrictive. Elle a reculé. Tu ne peux pas m'empêcher d'assister à ces funérailles. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu calmement. J'ai appelé le salon funéraire le jour où vous avez changé les serrures. Votre nom n'est pas sur la liste. Si vous vous présentez, vous serez escorté dehors. Sa bouche s'est tordue de haine. Espèce de petite garce vindicative. Non, ai-je dit, et pour la première fois, je le sentais vraiment. Je ne suis pas vindicative. Je suis libre. Et je suis partie, sans un regard en arrière. La chapelle sentait le lys et le bois ciré. C'était mardi, le jour des funérailles. Les bancs étaient pleins. Des amis, des voisins, d'anciens collègues. Tous me parlaient de l'amour qu'Ethan me portait. Angela était assise au premier rang, une présence silencieuse et solide. Alors que la cérémonie allait commencer, je les ai vus. Diana et Joselyne, se glissant sur le banc du fond, vêtues de noir, comme 2 corbeaux dans une volière. Elles avaient réussi à entrer. Un instant, la colère a menacé de monter, mais je l'ai repoussée. J'ai fait un signe de tête discret à l'un des directeurs du salon funéraire. Il a compris. 2 hommes se sont approchés d'elles discrètement, après un échange murmuré, les ont escortées dehors sans le moindre esclandre. Elles n'ont pas résisté. Leur pièce de théâtre était terminée. La cérémonie s'est déroulée dans la paix. J'ai parlé, non pas de sa mort, mais de sa vie, de son rire, de la façon dont il laissait toujours une trace de sucre sur le comptoir après avoir pris son café. C'était intime, c'était vrai, c'était à nous. Épilogue, le printemps. 3 mois plus tard. Le soleil d'avril inondait le salon à travers les fenêtres maintenant parées de simples rideaux de lin blanc. L'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans l'air, mélangée à celle des jacinthes que j'avais plantées dans le jardin. La maison respirait de nouveau. Elle était mienne. J'avais passé les dernières semaines à effacer toute trace de Diana, mais aussi à repenser l'espace pour qu'il ne soit plus seulement notre maison, mais la mienne. Le fauteuil de lecture était maintenant recouvert d'un tissu bleu apaisant. Les murs du couloir étaient ornés de mes propres croquis de design et de photographies de paysages que j'avais prises lors de randonnées. Mon entreprise de décoration d'intérieur, relancée sur un coup de tête, prenait son envol. J'avais plus de clients que je ne pouvais en gérer. Ce soir-là, Angela est passée avec une bouteille de vin. Nous nous sommes assises sur le porche, regardant le ciel passer du rose à l'indigo. « Tu as l'air, bien », dit-elle en me tendant un verre. Je le suis, ai-je répondu, et le mot sonnait juste. Il me manque tous les jours. Mais ce n'est plus une douleur qui me paralyse. C'est une présence.
Une chaleur. Nous avons bu en silence pendant un moment, écoutant le chant des grillons. J'ai regardé la rue, les lumières des voisins qui s'allumaient. Je n'étais plus en guerre. Je n'étais plus en fuite. J'étais chez moi. La maison qu'Ethan et moi avions aimée, et que j'avais sauvée, était devenue le socle de ma nouvelle vie. Une vie que je n'avais pas choisie, mais que j'apprenais à construire, une brique de paix à la fois. Le chagrin était là, bien sûr, une cicatrice douce sur mon cœur, mais il était désormais entrelacé avec la gratitude, la force et la promesse silencieuse d'un avenir qui m'appartenait entièrement. J'ai levé mon verre au ciel étoilé, à Ethan, et à moi.